Bienvenue dans Les Résilients, le podcast des super-héros du numérique. Un podcast produit par NetMedia en partenariat avec Splunk. Splunk aide les organisations à être plus résilientes grâce à sa plateforme unifiée de sécurité et d'observabilité. Dans cet épisode, nous allons parler de préparation et de réponse en temps réel aux cyberattaques, de gouvernance opérationnelle, d'expériences vécues et de la place des femmes dans le monde de la cybersécurité. Mais avant, voici l'histoire d'une femme exceptionnelle du XXe siècle. Vienne, 1914. La petite Hedwig Eva Maria Kissler voit le jour. À la maison, elle aime bricoler et écouter son père lui parler de technologie. Mais c'est en voyant le film Metropolis qu'elle a une révélation. Ce sera le cinéma. À 16 ans, c'est décidé, elle veut en faire son métier. Son beau minois la conduit sur les planches. Bien vite, ce sera le grand écran, direction Berlin. À 18 ans, elle tourne dans un film, Extase, qui fait scandale. Il est même condamné par le pape Pie XII en personne. Cette réputation sulfureuse va lui coller à la peau. Mais pour l'heure, pas grave. Loin de la condamner, ce rôle lui permet de décrocher celui dont tout le monde rêve. Sissi, l'impératrice. Elle devient une vedette. Elle épouse alors un des plus grands marchands d'armes du monde, Friedrich Mandel, et mène une vie oisive. Elle profite des dîners de son mari pour échanger avec les grands de ce monde et s'abreuver de connaissances sur l'industrie, sur les armes ou encore sur l'état du monde. 1937, elle décide de fuir le nazisme et son mari par la même occasion. Direction Hollywood. Amazing. Grand bien lui fasse. La petite Autrichienne devient Hedy Lamarr. Elle tourne avec les plus grandes stars de l'époque, de Clark Gable à Judy Garland. En 1960, elle obtient son étoile au Walk of Fame. Elle est aussi élue la plus belle femme du monde. Mais elle dit de sa beauté qu'elle est sa malédiction. Personne ne regarde derrière le masque. Car pourtant, Hedy Lamarr a une grande passion. Son esprit bouillonnant n'a de cesse d'inventer. Un problème, une solution. Que ce soit un système pour aider les handicapés à sortir de leur bain, un bouillon cube qui se transforme en soda ou encore un collier fluo pour les chiens. Et en 1941, le problème, c'est la guerre. Et plus précisément les torpilles contrôlées par radio. Car elles peuvent être piratées et détournées par l'ennemi. Avec un ami musicien et grâce à ses connaissances sur les armes glanées lors des dîners mondains de son premier mari, ils ont alors une idée. Ils synchronisent un piano mécanique avec les fréquences hertziennes et créent un signal beaucoup plus sûr. Dépôt du brevet en 1942, suivi d'une présentation devant l'état-major. Mais qui prendrait au sérieux une actrice et un pianiste ? Ce n'est que 20 ans plus tard, pendant la crise de Cuba, qu'une version améliorée de cette technologie ne soit finalement utilisée. Pendant longtemps classée secret défense, son invention ne lui apporte pas de reconnaissance. Et la beauté étant éphémère, les contrats se font rares pour l'actrice. Elle use un peu trop de bistouri, se retrouve fauchée et mêlée à d'obscures histoires de vol à l'étalage. Puis elle se remplume en gagnant des procès de droit à l'image. Elle meurt en l'an 2000 dans le quasi-anonymat. On retrouvera, posé à côté de cette vieille dame autrefois si belle, le croquis de sa toute dernière invention. Pourtant, ce qu'elle avait imaginé en 1942, à savoir l'étalement de spectres par haute fréquence, a influencé des technologies que l'on utilise encore aujourd'hui et au quotidien, code barre, GPS et même le Wi-Fi. Après sa mort en 2014, elle sera quand même admise au Hall of Fame des inventeurs. Mais aujourd'hui, qui connaît Hedy Lamarr ? Et qui se rappelle d'Ada Lovelace, de Grace Hopper et de toutes ces figures de l'ombre qui ont fait naître nombre d'inventions de la tech ? À l'heure où les femmes ne représentent encore que 17% des effectifs de la tech française, il est temps de réhabiliter ces modèles et d'en créer de nouveaux. Car c'est peut-être bien en changeant notre regard que l'on construira des organisations plus résilientes. Cette incroyable histoire d'Hedy Lamarr est signée Audrey Williard, Senior Content Marketing Manager chez Splunk. Audrey qui va m'accompagner pour interroger notre invité, Odile Huchet, Manager Cyber Security de Sopra Steria. Bonjour Odile Huchet. Bonjour Bertrand, bonjour Audrey. D'abord, que vous inspire cette histoire de femmes de l'ombre qui ont tant fait pour la tech ? L'histoire d'Hedy Lamarr, en fait, elle résonne encore aujourd'hui, même si elle s'est passée dans les années 40. Donc c'est une femme qui est libre. C'est une femme aussi qui a choisi son métier malgré les réticences de l'époque.
Et aujourd'hui, encore à bien d'égards, elle résonne chez nous. Autant pour les inégalités professionnelles, l'inclusion des femmes dans les branches scientifiques. On parle aussi de la pénurie de talents. Aujourd'hui, dans le domaine de la cybersécurité, donc nous avons le CEF6, le Cercle des femmes de la cybersécurité. Le CEF6 fait un travail de fond pour l'inclusion des femmes. Vous parlez du peu de femmes dans la cybersécurité. Vous-même, Odile, vous avez opéré une véritable reconversion il y a quelques années vers ce secteur qui n'était pas le vôtre au départ. Quelles sont les compétences acquises dans vos précédentes expériences que vous mettez en pratique chez Soprasteria ? Donc moi, j'étais assistante RSSI interne, en fait, avant d'être consultant chez un client. Et j'ai l'impression d'avoir franchi ma zone de confort pour me trouver dans un fonctionnement complètement différent au sein d'un ESN. Je peux dire que j'étais déjà bien armée et à bonne école dans la thématique, surtout de la gouvernance des directives de sécurité, la sécurité des systèmes d'information, la sensibilisation des utilisateurs et aussi l'intégration de la sécurité dans les projets. Donc, ce sont les compétences que je mets en place aujourd'hui et que j'utilise au quotidien. Soprasteria a vécu une attaque majeure en 2020, c'était avant votre arrivée. Vous l'avez vécu, vous, chez un client pour lequel vous travailliez à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous la raconter et notamment nous dire pourquoi elle a rendu l'organisation de Soprasteria plus résiliente ? Alors, ça s'est passé en octobre 2020, donc j'étais en prestation chez un des clients de Soprasteria. Et c'est quelque chose que nous avons vraiment vécu en interne, où tout le monde était, on va dire, terrorisé, on avait peur, parce que pour moi, personnellement, c'était quelque chose que j'ai vécu presque en direct. Et ce qui était vraiment impressionnant à cette époque, c'était la communication de l'incident et aussi toutes les mesures de sécurité qui étaient mises en place, autant pour nous, collaborateurs en interne, mais également pour les prestataires de Sopra. Donc c'était quasiment immédiat et régulier. On était informés presque en temps réel, en fait, de l'évolution de l'attaque par rançongiciel, si je me souviens très bien. Donc c'était un rançongiciel. Et aussi quelles étaient les actions de remédiation qui étaient mises en place. J'étais assistante RSSI donc à cette époque et donc j'avais pu être informée des échanges et les rencontres entre la DSI, donc l'équipe opérationnelle de Soprasteria et aussi l'équipe opérationnelle de cette société dans laquelle j'ai travaillé et la réactivité, mais également la mise en place de solutions immédiates. Et je pense que en même temps, Soprasteria, sa force, c'était d'avoir été entouré par des experts techniques capables d'aller en profondeur pour détecter donc le rançongiciel déjà, mais aussi au renforcement de la cyberdéfense. Je pense, c'est les actions qui ont été mises en place par les experts techniques derrière qui ont pu arrêter et stopper l'attaque. Et donc aujourd'hui, quand j'ai intégré Soprasteria, je suis vraiment impressionnée déjà par l'endroit où nous sommes situés, mais également l'ensemble des mesures techniques, technologiques qui sont mises en place, mais également toutes les mesures de protection, de sensibilisation des collaborateurs, parce que au Soprasteria, aujourd'hui, comparé à ce qu'il y avait il y a 3 ans et demi, c'est pas du tout la même chose. Je me dis que se relever après une attaque, c'est également un signe de la force de la cyberdéfense. La résilience, pour vous, c'est de savoir réagir face à une attaque, mais aussi de savoir anticiper. Alors, que doit-on faire en amont des attaques potentielles et comment se prépare-t-on à les contrer ? Les cyberattaques désormais sont reconnues comme des risques business prioritaires. Donc, comme tous les risques, elles arrivent au moment où on s'y attend le moins, surtout du côté de l'attaqué, mais les attaques sont préméditées longtemps à l'avance du côté des attaquants. Donc, en amont, c'est vraiment la cyber-résilience qui est la responsabilité de tous. Et sur le plan organisationnel, il est vraiment important et crucial aujourd'hui de sensibiliser l'ensemble de l'écosystème sur la réalité des attaques et surtout des impacts économiques et sociaux et du rôle de chacun en fait dans l'écosystème, depuis les responsables, les dirigeants, surtout vers les utilisateurs. Et donc sur le plan opérationnel et juridique, donc il est important d'avoir aussi une maintenance des outils techniques. Et aujourd'hui, les organisations doivent être en mesure d'évaluer
de mesurer les compétences des employés. On l'appelle ça les cyber capabilities, de voir où se situent leurs expertises, leurs faiblesses, et donc de pouvoir mettre en place des formations adéquates en fait pour que les équipes opérationnelles soient prêtes et mettent en œuvre les défenses à travers des exercices de simulation de crise par exemple, aussi de retour d'expérience. Odile Huchet, vous dites les cyberattaques sont le revers de la pièce de ce qu'on fait de bien. Ça veut dire qu'elles s'attaqueraient à des défauts structurels des êtres humains, et dans ce cas-là, lesquels ? Plus de 90% des violations impliquent le facteur humain, aussi bien de manière intentionnelle que par pure négligence. Donc ça, évidemment, les attaquants l'ont bien compris. Donc ils jouent sur les émotions humaines, surtout des manipulations intelligentes de notre tendance naturelle humaine à faire confiance, à travers les attaques d'ingénierie sociale, notamment le détournement de l'intelligence artificielle, le clonage facial, vocal, les intrusions malveillantes. Donc on a aussi les intrusions physiques et virtuelles, donc à travers les phishing, les arnaques au président. Donc les attaques évoluent aussi au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Vous pensez qu'il faut obliger les attaquants à s'adapter à vous, et pas le contraire en fait ? Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce que l'IA peut aider ? Oui, bien sûr. Donc je pense que pour toutes les entreprises, c'est de renforcer la cyberdéfense, c'est-à-dire d'anticiper les adversaires grâce aux moyens en béton qu'on met en place. Comme je l'avais dit précédemment, avoir des équipes qui sont très bien formées et capables d'agir en temps réel pour répondre aux intrusions tout en les prévenant. Donc aussi pour analyser, identifier et corriger les vulnérabilités et stopper les attaques. Avoir aussi des équipes en entreprise, donc les équipes qu'on appelle les Red Teams et les Blue Teams, parce que on a besoin de connaître déjà sur le plan offensif et aussi sur le plan défensif. Il faut avoir des hackers éthiques pour pouvoir aller en profondeur dans le système et challenger le système. Actuellement, donc, nous sommes obligés de nous adapter aussi aux attaques, mais en même temps renforcer la cyberdéfense, c'est-à-dire anticiper les adversaires, donc grâce aux moyens en béton que nous mettons en place, avoir des équipes qui sont très bien formées et capables d'agir en temps réel, répondre aux intrusions tout en les prévenant, avoir aussi des équipes qui sont capables de challenger nos systèmes d'information pour voir jusqu'où nous avons les failles et quelles sont aussi les techniques utilisées par les cyberattaquants. Et donc aussi une équipe qui va mettre en place aussi des défenses pour pouvoir les challenger aussi, donc les attaquants. Donc du coup, l'intelligence artificielle, évidemment, peut aider pour détecter donc tous les logiciels malveillants, contrôler la robustesse des infrastructures et aussi au travers des audits. Odile, la régulation, est-ce que c'est une chance pour vous et peut-être même un atout de la résilience ? Oui, exactement. Les règlements sont des gages de protection et de sécurité, donc à la fois pour les infrastructures, mais également pour les utilisateurs, donc face aux abus, aux risques et aux vulnérabilités. Je pense notamment à la politique de sécurité des systèmes d'information, la PSSI, également toutes les réglementations qui existent comme le RGPD. Également, on a aujourd'hui une réglementation, on parle du DORA, c'est les réglementations sur les résiliences opérationnelles numériques qui va être mise en application l'année prochaine. Donc en fait, l'existence de ces règlements justifie également aussi les actions que nous faisons parce que c'est la différence que nous avons avec les autres espaces, par exemple l'espace aérien ou aussi l'espace maritime. Ils ont déjà des réglementations qui empêchent, même s'il y a des pirates, même s'il y a des violations ou des failles, on a des réglementations qui sont déjà existantes. Au niveau du cyberespace, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau, donc on a de plus en plus besoin de réglementations justement pour apporter de la résilience en cas de risque aussi de violation de nos droits. Alors, on arrive bientôt à la fin de cet épisode qui met en avant des super-héroïnes et des super-héros du quotidien. Alors, si vous pouviez avoir un super-pouvoir, ce serait lequel ? Si je pouvais vraiment avoir un super-pouvoir, c'est quelque chose auquel j'aspire déjà. En fait, c'est de pouvoir sensibiliser les personnes, apporter en fait la sensibilisation à la portée de tout le monde, parce que je me rends compte que
Ce sont toujours les mêmes personnes qui se font avoir en fait par les cyberattaquants. Notamment, par exemple, quand on parle des arnaques au président, on communique beaucoup là-dessus. Il y a beaucoup d'exemples, notamment par le détournement de l'intelligence artificielle, le clonage facial et vocal. Et il y a toujours en fait des dirigeants qui se font avoir. Et si j'avais vraiment un super pouvoir, c'était de leur dire pourquoi ils font ça et voilà la solution pour ne plus tomber dans ces pièges en fait. Pour un prochain épisode, est-ce que vous connaissez un super-héros ou une super-héroïne également du numérique qui serait intéressant pour nous d'aller interviewer pour nous parler de résilience? Oui, oui, j'en connais une. Elle s'appelle Carole Njoya. Elle est dirigeante d'une société qu'elle a même créée, donc Alcès. C'est une personne que j'ai connue déjà il y a quelques années quand j'ai commencé à être consultante. Elle a vraiment des compétences techniques et opérationnelles. Et je pense qu'elle serait intéressée à participer à un podcast. Merci beaucoup, Odile Huchet. De rien, je vous remercie. Vous étiez l'invité des Résilients, le podcast des super-héros du numérique, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui renforce la résilience de votre organisation. L'histoire d'Eddie Lamar en ouverture, l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast sont l'œuvre d'Audrey Williard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter tous les épisodes précédents des Résilients sur les principales plateformes de podcast. Abonnez-vous et ne ratez plus aucun épisode. À très vite pour un nouveau numéro. Retrouvez l'ensemble des épisodes de Les Résilients sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus d'histoires d'organisations résilientes, rendez-vous sur le site de Splunk, SPLUNK. À bientôt.